Nous allons maintenant présenter un sujet possible au concours, qui est toute vérité est-elle bonne à dire ? Ce qui pose la question de la vérité, du secret, de la transparence et de la morale. Est-elle bonne à dire ? Alors est-ce qu'on va la dire par devoir ? On pourrait exprimer un devoir de dire la vérité cible à tout le monde, ou est-ce qu'on va la dire par intérêt, ou est-ce qu'on va la dire par opportunité, et est-ce qu'on va cacher un certain nombre de choses ? Alors, c'est assez intéressant dans les retombées concrètes du sujet concernant les secrets d'État, la raison d'État, et la transparence, si vous voulez, aussi démocratique. Alors, le secret pourrait être distingué de, je dirais, l'ignorance scientifique, parce que l'ignorance scientifique, elle est quand même à élucider, même si la science n'a pas de réponse à tout, même si au fond la science nous pose plus de questions qu'elle nous livre de réponses. Quand on pose une question scientifique, on a de multiples réponses qui rouvrent de nouvelles questions, mais on peut penser que la connaissance, si vous voulez, progresse. Donc le secret, c'est pas ça. Ce n'est pas une connaissance à élucider, et le secret, c'est pas non plus un mystère métaphysique qui resterait absolument irréductible, comme le bien, le mal, l'origine de l'homme, la liberté, sujet auquel les philosophies ou les religions pourraient apporter diverses réponses. Le secret, ça serait plutôt ce qui serait volontairement, si vous voulez, occulté, volontairement évidemment caché, ce qui ne serait pas une simple omission. On pourrait penser que simplement ne pas dire la vérité ou masquer une vérité, ce serait pécher entre guillemets par omission et ne pas forcément vouloir entretenir, si vous voulez, tel secret. Alors on pourrait penser que le secret serait évidemment une faiblesse ou une force politique, mais en tout cas il joue un rôle dans la construction de la personnalité de chacun. C'est les petits secrets des enfants dans les cours de récréation. Aussi le rôle des secrets dans la structuration de la vie sociale. Des psychiatres ont fait des études en particulier sur les secrets de famille, ce qu'il ne faudrait pas dire concernant la paternité ou l'identité de tel ou tel membre de la famille, ou bien pourquoi pas des choix politiques jugés contestables dans le passé de tel membre de la famille et qui seraient en fait cachés par le secret, sans parler des secrets, si vous voulez, financiers ou des héritages. Le secret serait aussi important évidemment en politique parce que il se fonde, si vous voulez, sur la connivence. Il est lié au réseau de pouvoir, et les romanciers romantiques, je pense à Balzac, dans l'histoire des 13, avaient été fascinés par les sociétés secrètes. C'est un côté irrationnel, si vous voulez, surnaturel, parce que ces sociétés auraient quasiment tout le pouvoir, mais évidemment tout en se cachant. Ce qui est une vision assez complotiste et contestable des choses. Donc en gros, dire que c'est ceci, ou c'est telle force, ou c'est telle autre, c'est une sorte, disons, de mono-explication. Donc ça finit par n'expliquer parfois plus rien. Alors le secret a quand même une histoire dans le champ politique. Le secret a une histoire, il est quand même lié à la raison d'État. L'État souverain se crée, se structure lentement au XVIe siècle et connaît ses théoriciens comme Machiavel, en particulier dans Le Prince, qui estime que le secret est tout à fait nécessaire pour l'exercice du pouvoir. Machiavel constate que si tout est dit, tout s'écroule. C'est-à-dire que nous n'avons plus les armes ou les moyens, si vous voulez, de gouverner. Alors, il écrit cela non pas par volonté malsaine ou sadique d'inférioriser un certain nombre de gens en entretenant les secrets à leurs dépens, mais il constate qu'il y a des rapports de faiblesse ou d'apparence au sein de la société. Le pouvoir est plus faible qu'on pourrait le penser, donc Machiavel a une vision assez pessimiste et assez réaliste en même temps de la société, des relations sociales, si vous voulez, et politiques, alors que, inversement, je dirais, dans toute philosophie de la transparence, cela passerait par la notion, si vous voulez, en fait, humaniste de confiance et de justice, et le postulat de la bonté de l'humanité. Bien, alors on pourrait, si on voulait défendre le secret, dire que le secret n'est pas le mensonge, nous l'avons dit, on ment, mais on ment évidemment quand même par omission. On pourrait dire qu'il y aura des vérités, si vous voulez, inutiles ou inopportunes à dévoiler. Le mensonge pourrait être, si vous voulez, altruiste. On pourrait penser que le mensonge serait un mal pour un bien. Faut-il dire toutes les vérités aux malades, ou faut-il dire toutes les vérités, si vous voulez, aux enfants ? Relativement ce qui était, si vous voulez, voyez, politique, je fais un tout petit retour en arrière, c'est à propos de Machiavel. Machiavel montre que l'État, si vous voulez, se renforce et a tendance à se dissimuler, ce qui est une forme, je dirais, assez moderne de pouvoir. Au fond, l'État
aristocratique, monarchique traditionnelle se montrait. On admire le roi, l'aristocratie oisive parade, si vrai, à Versailles, mais dans la modernité, l'État entretient un certain nombre de secrets, entretient complète un certain nombre de dossiers. Bonaparte crée, si vous voulez, une police politique, ce qui n'avait pas été fait avant la Révolution. Il a peur, disons, de ses ennemis ou de complots potentiels, et c'est plutôt donc l'État qui va regarder dans la société, et alors qu'antérieurement, l'État est plutôt regardé. C'est vrai que les monarques d'Ancien Régime pouvaient peut-être s'intéresser à des secrets privés dès lors que ça pouvait mettre en cause, si vous voulez, peut-être le régime, mais n'allait pas forcément faire des enquêtes ou des investigations, des statistiques sur, si vous voulez, le corps social. Bien. Nous pourrions donc poursuivre, si vous voulez, cet éloge du secret. Au fond, le secret se fonde sur la distance. Alors, on le voit, on l'a vu un peu en politique, c'est-à-dire qu'il faudrait maintenir une distance par rapport au peuple, ou savoir entretenir des apparences flatteuses, ce qui serait d'ailleurs une preuve de faiblesse peut-être pour le pouvoir. Ce que montrait la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Dans le domaine, si vous voulez, de l'art, la vérité serait peut-être plutôt en fait celle de la distance, peut-être plus que celle de la proximité. Je rappelle d'ailleurs les textes de Jean Baudrillard, BAU-DRI-2LRD, qui était un sociologue de l'université de Nanterre, qui avait justement contesté l'idéologie de la transparence et insisté sur tout ce qui était distance, secret, vous voyez, en art. Bien. Au XVIIe siècle, la scène au théâtre est quand même tout à fait distante de la salle. On montre, mais par des artifices de parole, ou si vous voulez, par des artifices d'éclairage, et par un texte lui-même d'ailleurs, qui ne va pas dire toute la vérité, mais qui va savoir ménager un certain nombre d'effets. Cette question d'ailleurs de la distance et de la réserve est souvent utilisée aussi au XVIIe siècle en pédagogie, puisque on ne va pas forcément dire aux enfants toute la vérité. Au niveau, si vous voulez, religieux, j'entends les enfants des princes, dans l'éducation des princes. Au niveau religieux, il y aura aussi plusieurs niveaux de lecture des textes religieux. On ne va pas livrer une vérité, si vous voulez, en fait, ultime. Dans le domaine des mœurs et des relations sociales, le débat sur la vérité, la distance et le secret est exposé dans cette œuvre majeure de Molière qui est le Misanthrope, notamment dans l'acte 1, scène 1, qui voit la confrontation entre Alceste, le grand défenseur de la vérité, qui veut absolument dire aux gens toute leur vérité, et son ami, l'honnête homme, entre guillemets, sociable et cultivé et sociable, Philinte, qui pense qu'il ne faudrait pas dire toute leur vérité, si vous voyez, aux gens. Bien. Dans le domaine, si vous voulez, d'ailleurs politique, Pascal aussi au XVIIe siècle écrit sur le peuple, l'opinion, qui est souvent, si vous voulez, dupée, qui croit, qui prend pour argent comptant, qui croit dur comme fer, si vous voulez, tout ce que l'on pourrait raconter. Au XVIIIe siècle, les Lumières, quand même tournées du côté de la transparence démocratique, ce que nous allons voir dans le point suivant, se méfient quand même des passions, de l'émotion, et d'une politique qui serait entièrement fondée sur la vérité et la transparence, même si Rousseau est très fermement attaché à cette notion de transparence, puisque les Lumières, dans la tradition, si vous voulez, libérale parlementaire, font l'éloge surtout des représentants dits éclairés, ceux qui savent, en quelque sorte, peut-être distiller certaines vérités, des vérités qui seraient, si vous voulez, épurées. C'est vrai que les philosophes libéraux des Lumières se méfient du peuple, que d'ailleurs Voltaire taxe de populace, évidemment, entre guillemets, fin de citation. Aujourd'hui, nous pourrions aussi faire l'éloge de la distance, sans faire l'éloge du secret, en particulier si nous mettons en cause la vanité de la vie, si vous voulez, privée, médiatisée, la frontière entre la vie publique et la vie privée s'abolit. Alors il y a des pays de tradition anglo-saxonne dans lesquels évidemment la vie privée et les différents actes des dirigeants politiques seraient moralement, si vous voulez, scrutés. Bien. Cette question de la frontière entre la vie privée et la vie publique est assez intéressante à étudier, puisque certains verraient dans la critique entre la vie publique et la vie privée, au fond, un certain anarchisme, ce qui ne correspond pas d'ailleurs à la définition exacte de l'anarchisme, qui serait le refus d'un ordre politique supérieur.
La télé-réalité voudrait briser le secret et au fond tout nous montrer, même si ces émissions sont évidemment fabriquées. Les vrais gens ou les gens vrais seraient souvent faux, même si certains seraient humainement vrais, et on pourrait aussi s'interroger sur la qualité des politiciens qui veulent aussi jouer à la vraie vie et se déguiser en fait en français moyen dans la rue. Donc vous voyez, sous ces différents angles esthétiques, l'art, politique et sociaux, on pourrait quand même, si vous voulez, montrer le rôle salutaire de la distance. Benjamin Constant, qui est un auteur civil libéral, que vous donc pour lire certains textes dans la plupart des ouvrages consacrés au thème de la vérité, disait qu'il existait de bons mensonges. Ce que nous pourrions, si vous voulez, très vivement contester. Les références d'ailleurs ne manquent pas, références religieuses, bon, l'évangile lui-même, mais aussi Saint-Augustin dans Contre le mensonge, Kant qui s'oppose en fait à Benjamin Constant, notamment dans un texte, le texte de Kant qui s'intitule Sur un prétendu droit de mentir par humanité, qui réfute cette théorie de Benjamin Constant dont nous parlions il y a une minute, qui serait celle des bons mensonges, que Benjamin Constant expose dans un ouvrage intitulé Des réactions politiques de 1797 de Benjamin Constant. Pour Kant, la morale et le devoir sont supérieurs à l'intérêt, et évidemment de là, le mensonge, si je voulais, serait contestable. Platon, qui constatait que le peuple était souvent, si vous voulez, dupé par ses illusions, rêve, lui, je dirais, d'un pouvoir lumineux. Il faisait l'éloge de la transparence dans la République, puisque l'objectif serait quand même de faire sortir les hommes de la caverne d'ignorance, et d'éclairer des esprits. D'ailleurs, dans les utopies, je constate que tout se montre. Tout serait, si vous voulez, public. D'ailleurs, dans les textes de Campanella, dans les textes de Thomas More, par exemple, si vous voulez, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, tout le monde voit tout. Là, si vous voulez, la promiscuité ne serait pas un caractère négatif. Je crois que dans tel texte de Thomas More, les maisons sont ouvertes les unes sur les autres. Alors même si évidemment dans l'histoire, c'est plutôt, je dirais, la privatisation bourgeoise, je pense à l'immeuble haussmannien, si vous voulez, au XIXe siècle, qui ne va pas montrer la vérité de ce qui se passe en fait à l'intérieur, parce qu'on va, par l'intimité, respecter la vie privée, alors que dans les romans de Zola, au contraire, on veut montrer le trivial, on veut montrer ce qui se passe dans la rue, et montrer, si vous voulez, toute la vérité, sans aucune réserve. Ce qui nous mènerait au dernier point, qui serait au fond, contre les points suivants, la valeur de la transparence. C'est essentiellement l'héritage des Lumières. On le voit évidemment chez Rousseau, qui, dans les Confessions, proclame une exigence de sincérité, une exigence de vérité. Mais de nombreux philosophes des Lumières, je dirais les plus radicaux d'ailleurs dans les Lumières, radicaux c'est au fond étymologiquement ce qui va à la racine, défendent cette notion de transparence. Diderot dans l'article encyclopédie, dans l'encyclopédie d'ailleurs elle-même, où il explique qu'il faut tout montrer, tout remuer, sans exception et sans ménagement, et bousculer les idées reçues, et évidemment le texte prend un certain nombre de connotations, si vous voulez, anti-religieuses. Diderot d'Alembert, on doit toujours, écrit d'Alembert, enseigner la vérité aux hommes. Condorcet, dans son mémoire sur l'instruction publique, où d'ailleurs il défendait plutôt, comme Voltaire, l'idée d'éclairer, de faire cheminer l'esprit humain en fait vers la vérité. Là où son instruction publique ne se pose qu'au XIXe avec Victor Duruy et Jules Ferry, si vous voulez, ensuite. Donc il y a là-dedans un enjeu, si vous voulez, intellectuel, la volonté d'instruire chez Condorcet, c'est-à-dire diffuser la connaissance, montrer la vérité du monde, dispenser, si vous voulez, l'esprit critique. Il y a un enjeu intellectuel et il y a aussi un enjeu moral, c'est-à-dire qu'il y a un devoir de dire la vérité, il y a un devoir de transparence, et c'est là le modèle de l'intellectuel moderne. Je pensais à Sartre qui critiquait Flaubert. Flaubert et Goncourt ne s'étaient pas engagés, si vous voulez, pour la commune, et n'avaient pas fait leur devoir. En cela, il y aurait une mission, c'est de la vérité. Je pense aussi à cette fameuse citation, fameuse en fait, peu connue d'ailleurs, citation de Charles Péguy, le grand poète de Chartres. Celui qui ne gueule pas la vérité est au rang des escrocs et des faussaires.
Ce qui d'ailleurs pour lui le menait à penser qu'il y avait une vérité du christianisme qui n'était pas dans l'Église, et en son temps il y avait une vérité du socialisme qui n'était pas dans le socialisme, si vous voulez, parlementaire réformiste. Péguy c'est comme un idéaliste et un mystique, il est mort la guerre, en fait au début de la guerre. En disant à ces hommes, tirez nom de Dieu, c'est une sorte de parole de vérité, et au moment où il dit ça, il reçoit le feu d'une mitrailleuse allemande dans la tête. Bien. Donc, valeur de la transparence nécessaire, donc nous pouvons défendre cette transparence, parce que si vous voulez, c'est une idée quand même démocratique. Le peuple peut de cette façon parler au pouvoir, parler sur le pouvoir, parler du pouvoir. Selon les analyses de Michel Foucault, un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui comme Michel Onfray pensent que les citoyens ont un pouvoir, si vous voulez, trop faible. L'information serait fermée, elle serait, si vous voulez, réservée en interne aux oligarchies, en conséquence de quoi les lanceurs d'alerte sur un certain nombre de sujets d'ordre financier, technologique ou sur des infrastructures que l'État met en place pourraient informer l'opinion, d'autant plus que, évidemment, les citoyens ont un droit de regard éminent sur l'emploi de l'argent public, si vous voulez, cela va de soi. Donc, défense, pour conclure, de la transparence et de la vérité démocratique, ce qui n'implique pas nécessairement pour autant l'idéologie de la communication. C'est vrai qu'il y a une mode un peu idéologique dans la postmodernité, tout doit être communication, mais bon, pour quel contenu, et puis est-ce que l'on communique vraiment, et quel contenu, et puis est-ce que l'on est réellement entendu, est-ce qu'on est, si vous voulez, écouté, en particulier, là, dans l'idéologie de la communication, l'idéologie qui est comme liée aux nouvelles technologies, Internet, qui porterait cette idée d'unification de la conscience universelle, d'où toutes les critiques d'un certain nombre d'intellectuels tels Paul Virilio, Philippe Breton ou Alain Finkielkraut, qui serait, si vous voulez, le plus connu. Idée donc nécessaire, idée de la nécessité d'une transparence démocratique. L'État, comme Michel Foucault l'expliquait, ne pouvait pas être indifférent. L'État ne pouvait pas être indifférent à la vérité, mais pour autant, il devrait se dispenser de prescrire une vérité officielle.